C'est Halloween et qui dit Halloween dit forcément horreur, donc on s'est dit que ce serait plus cool de faire un hors-série. Que ce soit les rappeurs ou bien leurs proches, ils ont vécu des expériences ressemblant à un vrai cauchemar. Les histoires que nous allons vous raconter sont malheureusement vraies, choquantes et font froid dans le dos. Prenez soin de vous nourrir et de vous hydrater car vous en aurez besoin. C'est parti pour ce hors-série du storying dédié à ces rappeurs aux histoires terrifiantes. Avant de commencer la vidéo, vu le thème, elle est évidemment sponsorisée. Le sponsor, on n'a plus besoin de vous le présenter, c'est NordVPN. Avant de raconter une expérience qui m'a fait utiliser un VPN, qu'est-ce que c'est ? VPN ou Private Virtual Network est un réseau privé virtuel sécurisé qui va chiffrer les données et te permettre de te localiser partout dans le monde. L'expérience remonte lorsque j'avais 16 ans à peu près et que ma mère m'a surpris en train d'écouter du rap bien drill, bien arme à feu. S'inquiétant que je devienne un baron de la drogue, elle va demander à mon grand frère de m'empêcher de regarder tout ça. Et en cours, tous mes potes se foutaient de ma gueule, sauf un seul. Et il m'a conseillé d'utiliser un VPN, histoire de pouvoir éviter le contrôle parental, d'enrichir ma culture musicale avec Chief Keef et tout ce qui s'ensuit. Bref, avec un VPN, vous pouvez également regarder des séries, des films ou des animés non disponibles sur le Netflix français. Vous pouvez aussi accéder à plein d'autres plateformes de streaming beaucoup moins chères et tout ça en un seul clic sans perdre en vitesse grâce à NordLynx. Allez sur notre lien en description pour obtenir un abonnement de 2 ans à moins de 3 € par mois et avec 4 mois offerts. L'histoire qu'on va vous raconter est probablement la plus bizarre, la plus terrifiante qu'il nous ait été donné d'être vu dans le rap. Accrochez-vous car on va parler de Big Lurch. Antion Singleton est né à Frazier dans un ghetto à l'est de Dallas, au Texas, le 15 septembre 1973. Il commence la musique très jeune étant donné qu'à l'âge de 7 ans, il écrivait déjà des poèmes et il va continuer jusqu'à ses 17 ans où il va décider de devenir rappeur. Comme nom, il va choisir Big Lurch, qu'on peut traduire par grande perche en référence à sa taille qui était de 2 mètres à cet âge-là. Les thématiques que le rappeur va aborder vont plutôt être basiques. Globalement, c'est la difficulté de la vie, la vente de drogue ou bien les gangs. Et avec son talent, il va être remarqué par Rick Rock, un producteur de renommée qui va lui permettre d'enregistrer un album, mais aussi de former un groupe, le Cosmic Slopshot. Le rappeur va commencer à faire du bruit dans les années 90, qui sera une année plutôt compliquée dans l'évolution du rap. Le monde vient de perdre Tupac et Biggie, deux légendes qui régnaient sur le rap à cette époque. On avait à l'ouest Tupac, le lover, mais également gangster connu mondialement, et à l'est Biggie qui régnait sur New York avec un flow et une technique unique. Sauf que comme vous le savez tous, une guerre va éclater entre les deux gangs qui va mélanger leur label, les membres, mais aussi des assassinats, et le premier sera celui de Tupac à Las Vegas. Biggie ne sera malheureusement pas épargné non plus car lui aussi sera assassiné de la même manière quelques mois plus tard. Et l'état du rap à ce moment-là, ce sera un gigantesque flou car il n'y a plus de leader, il n'y a pas forcément de chemin à suivre, ce qui va donc amener notre Big Lurch à totalement flop à la sortie de son premier album. Puis arrivera un artiste de Détroit qui faisait beaucoup de bruit à cause de ses paroles considérées comme obscènes et misogynes. On ne le présente plus, c'est Eminem. Avec son projet The Slim Shady LP, le rappeur va introduire le public de manière générale à un nouveau genre de rap, l'horrorcore. Bien sûr, ce genre existait bien avant, notamment avec les Ghetto Boys, et ça se base donc sur les films d'horreur. Au-delà de placer des références à des tueurs en série, c'est aller jusqu'à raconter des meurtres de manière détaillée, voire à en simuler comme a pu le faire Eminem dans son morceau Kim. Pour en revenir à notre Big Lurch, ce genre va lui aller comme un gant, étant donné qu'il était déjà habitué à rapper sur des tueurs en série tels que Jeffrey Dahmer ou Freddy Krueger. Hélas, dans cette histoire, ce qui devait être seulement de l'art va se transposer dans la vie du rappeur. On est en septembre 2000, l'artiste qui venait de fêter ses 27 ans va être victime d'un terrible accident suite à un conducteur bourré qui l'a tamponné. Il va survivre miraculeusement, mais se retrouvera avec le cou brisé. Sa phase de guérison va être longue, très douloureuse, mais également extrêmement médicamenté. Pour supporter la douleur infernale, le rappeur va se tourner vers le PCP, un produit qui a été créé de base pour servir d'anesthésie pendant les interventions chirurgicales et qui va être rapidement transformé en drogue. Les effets de cette drogue sont ceux d'un hallucinogène extrêmement puissant qui agit sur les sensations mais aussi sur la perception de la réalité. Pour que vous compreniez mieux, avec cette drogue vous pouvez remplacer des êtres humains avec des pizzas et des poteaux par des sucettes si on veut rester friendly. Ce qui avait été un médicament pour soulager sa douleur va rapidement devenir une drogue où il va rester sous influence pendant les longs jours à ne rien manger et à raconter que ses rêves devenaient réalité. Je voyais des gros grises et des gros culs qui rebondissaient partout. C'est en 2002 que la simple défonce va tourner au drame. Le 9 avril, comme à son habitude, il prend du PCP avec le copain de son colocataire, Tincha Issays. Le lendemain, Big Lurch sera retrouvé nu dans la rue au milieu de
la circulation recouvert de sang et avec un poumon à moitié mangé dans les mains. Après une visite à son domicile, les agents vont rapidement pouvoir reconstruire cette nuit ainsi que trouver la personne à qui appartient le poumon. C'est celui de sa colocataire qui sera retrouvée morte à l'appartement à moitié éventrée. Les autorités vont décider d'analyser l'estomac du rappeur et confirmer l'acte de cannibalisme. Cette affaire est tout ce qu'il y a de plus horrible, mais malgré ça, la mère de la victime ne rejettera pas totalement la faute sur le rappeur, vu qu'elle pointera également le label. D'après elle, ce sont eux qui fournissaient le PCP à Big Lurch afin d'encourager des actes de violence pour leur permettre de gonfler des ventes. Bref, suite à ça, le rappeur a plaidé non coupable et s'est déclaré fou afin d'éviter la peine de mort et d'être uniquement condamné à vie sans possibilité de liberté conditionnelle. La prochaine personne qu'on va vous présenter est un vrai démon. Ce genre de personnage est trouvable uniquement dans un certain style de musique connu pour sa violence et son énergie. Vous avez deviné, il s'agit de la drill. Isaac Dunco, plus connu sous le nom de Young Deez, est un driller de l'est de Londres à Beckton. Il est le chef du gang 6 SAG, aka Anyone Can Go. Il règne sur plusieurs territoires et a pour surnom le prince du 6 ou bien le démon. Alors qu'il était encore qu'un adolescent, il va perdre sa mère et vite sombrer dans la délinquance. Avec une famille ayant déjà ce train de vie, notamment des oncles membres de gang, la transition se fera plutôt facilement. À la différence des États-Unis où les armes sont omniprésentes, au UK c'est les lames qui font la loi et notre protagoniste va malheureusement y goûter. Et en plus d'avoir été poignardé 14 fois, il va également se faire tirer dessus à 2 reprises et en survivant à chaque fois. C'est là que le changement mental va s'opérer. Ayant survécu à tout ça, il va se sentir intouchable, surtout qu'à côté, il arrivait à être innocenté de nombreux crimes tels que plusieurs tentatives de meurtre ou encore possession d'armes. Ayant un tel vécu, il va évidemment se lancer dans la musique afin de sortir de cette vie-là. Sur de la drill, le rappeur va raconter sa vie et également raconter les crimes qui lui ont créé cette réputation. Avant d'entrer dans le cœur du sujet, étant chef de gang et driller, il va logiquement utiliser la musique pour se moquer de ses ennemis. Mom kept shedding tears. Somebody tell her I don't give a fuck that her son ain't here. And I was laughing when I saw the pic of her mom just bury her kid. La personne dont il fait référence ici est Corey Jr. Davis, connu sous le nom de CG, affilié aux Sevens, un gang ennemi. Alors qu'il n'avait que 14 ans, il s'est fait tuer lors d'un drive-by. Maintenant vous arrivez à visualiser le type de personnage qu'est Young Deez. Sachez qu'il est connu pour ses nombreux kidnappings. Pour les mettre en place, pas besoin d'aller chercher bien loin vu qu'il y donnait des indices dans ses morceaux. Young Deez, à la manière d'un parrain de la mafia, se baladait dans son quartier et recrutait les jeunes en leur offrant à manger avant de les encourager à attaquer et à torturer des ennemis pour protéger leur territoire. Le rappeur était même connu dans le quartier pour attirer les foules près des écoles comme si c'était une star de cinéma, ce qui démontre son influence. Il possédait beaucoup d'argent donc ils n'étaient pas à en prêter et comme ils ne pouvaient pas rembourser directement, ils devenaient des soldats pour rembourser leurs dettes. Et c'est ce qui va se passer lors d'un événement en août 2018. Panier de 2 garçons de 14 ans et 2 autres de 16 ans, ils vont kidnapper un adolescent de 16 ans lui aussi. L'un des kidnappeurs connaissait la victime et va lui donner rendez-vous à Barking avant qu'une voiture, avec le rappeur au volant, mette en place un plan de kidnapping. 2 sacs en plastique vont être mis sur sa tête, il sera ligoté et menacé à l'aide d'une machette durant le trajet. Ils vont se rendre au domicile de l'un des kidnappeurs avant de commencer leur torture. La scène sera entièrement filmée par le rappeur où l'on voit la victime être frappée violemment, déshabillée, etc. Je vous passe les détails. Young Deez va également tenter de lui verser de l'eau chaude sur son visage avant de le forcer à appeler ses parents pour payer une rançon de 1500 livres. Ils vont ensuite le libérer après des heures et des heures de torture puis se feront arrêter plusieurs mois plus tard. En effet, la victime sera contactée par Snapchat en lui demandant de retirer sa plainte contre le rappeur en échange de 5000 livres, ce qui a permis de relier l'artiste au crime. À ce jour, toutes les personnes impliquées dans cet incident ont été condamnées à plus de 23 ans de prison. On arrive à la fin de cet épisode spécial Halloween et après avoir vu de toutes les couleurs, on va finir sur une histoire qui est tout aussi terrifiante. Contrairement aux 2 autres histoires, celle-ci est particulière car elle est à l'origine d'un projet légendaire, 56 Nights. Vous l'avez deviné, on va parler de l'expérience traumatisante qu'a pu vivre le DJ et un ami de futur. William Perry Moore, connu sous le nom de DJ Esco, est donc un DJ reconnu nationalement, mais en particulier à Atlanta, où il anime les soirées du club Magic City. Les deux se connaissent depuis 2008 et Esco a même
même participer à faire connaître Future dans sa ville. Ensuite, ils vont sortir plusieurs projets communs, tels que le projet E.T. ou encore le fameux 56 Nights. Traduit littéralement par 56 nuits, le titre correspond au nombre de jours passés en prison par le DJ à Abu Dhabi. Mais comment s'est-il retrouvé en prison là-bas? À l'origine, Future effectuait sa tournée européenne avec son DJ, celle-ci devait se terminer à Amsterdam. Et cette conclusion à cet endroit tombe à pic, car c'est l'anniversaire d'Esco qui décide de profiter des plaisirs de la ville. Alors qu'ils allaient rentrer aux US, un booker les appelle pour leur proposer de faire un show durant le prestigieux Grand Prix d'Abu Dhabi. Leur réponse va évidemment être positive, étant donné que c'est le seul moyen de se faire un peu plus d'argent et de profiter de l'endroit. Esco était la personne responsable des bagages de tout le monde, et lors de son arrivée, il sera filmé par l'un de ses proches pour la réalisation d'un documentaire, et c'est comme ça que les problèmes vont commencer. Ne connaissant pas les lois du pays ni le fonctionnement, ils vont se faire interpeller par un agent de sécurité qui va leur indiquer qu'il est interdit de filmer et leur demander de supprimer toutes les images. Mais ça ne va pas s'arrêter là, la police intriguée va chercher à savoir pourquoi il était filmé, et c'est là qu'Esco va lui expliquer la raison de sa venue. Alors qu'il allait sortir de l'aéroport, l'agent va de nouveau les interpeller et décider de fouiller leurs sacs. Le problème, c'est qu'il y avait 40 sacs, mais ça ne va pas empêcher le policier de tout retourner. Cela va prendre tellement de temps que les collègues policiers vont lui demander d'arrêter de forcer. Alors qu'il arrive au dernier sac, il va retrouver ce qui pourrait être des traces de marijuana, et c'est arrivé au dernier sac que sa persévérance va payer. En ouvrant le sac, il voit près de 15 grammes de weed et c'est le jackpot. Sauf que la réaction des agents va être identique à celle que s'ils avaient trouvé une bombe. Pour mettre un peu de contexte, Dubaï est une ville majoritairement musulmane, donc les lois du pays en découlent. Et à la différence des États-Unis, où il y a un certain degré selon les crimes ou encore la drogue, dans ce pays tout est jugé de la même manière. Un vol d'un bonbon sera jugé de la même manière qu'un braquage de banque. Pour en revenir à notre situation, après avoir découvert qu'il y avait ça dans l'un des sacs, Esco pensait qu'il allait être embarqué dans un vol retour. Sauf que non, il sera arrêté et amené dans un poste de police, et c'est à ce moment-là que l'enfer va commencer pour le DJ. Il est désormais seul avec des personnes ne parlant aucune langue que l'arabe, et il doit signer des papiers en arabe. Certes, il avait un traducteur, mais il ne semblait pas très fiable. Les policiers, pensant qu'il voulait revendre cette drogue, vont l'inculper et Esco se retrouve avec un vieux de 67 ans qui a volé des bonbons et un Brésilien qui avait ramené 10 kilos de cocaïne avant d'être transféré. En termes de justice là-bas, c'est un peu une zone de non-droit. Il n'a aucun droit, aucun juge, aucune possibilité de défense et seulement le droit de répondre par oui ou par non. Avec une barrière de la langue qui est donc omniprésente, il va avoir un vrai enfer car il ne peut communiquer avec des personnes pour tenter de chercher de l'aide. Et en prison, il va trouver quelqu'un qui va lui appeler l'ambassade. Sauf qu'à cause de cette barrière, il lui a fallu 3 jours pour obtenir le numéro. Les représentants de l'ambassade viennent et lui annoncent que ce genre d'affaire peut prendre jusqu'à 8 semaines. Et c'est là que le DJ craque en sachant qu'il va devoir survivre là-bas. Dans cette prison, on y retrouve des Somaliens, des Pakistanais, séparés en 2 groupes ennemis entre guillemets, le côté arabe et le côté africain. Esco étant le seul américain, il va se trouver au milieu des 2 groupes, va même se rapprocher d'un ancien taliban arrêté par la CIA car il s'était endormi avec une bombe à la main prévue pour faire exploser un tank. Il était entouré de personnes qui avaient fait des choses complètement folles comparé à lui, mais cette expérience qui semble être horrible au début va devenir petit à petit enrichissante. Pour s'occuper en prison, il va faire énormément de sport et comme c'est pas basic fit, il devait soulever des poids en utilisant des bouteilles de 6 litres. Il va également dépenser beaucoup d'argent afin d'être en contact avec sa mère au téléphone. Ses avocats qui lui avaient annoncé qu'il pouvait y rester des mois, ça ne l'aidait pas mentalement. Chaque jour passé sans qu'il sache s'il pourrait sortir un jour. Désormais un peu plus à l'aise dans la prison, il se lie d'amitié avec un garde et ce garde ayant appris à apprécier Esco va décider de l'aider pour qu'il puisse s'en sortir. Tu pourrais être libéré la semaine prochaine. Après avoir appris ça, Esco va le serrer dans ses bras, ce qui va surprendre le reste de la prison, pas habitué à de telles scènes. Et le jour de sa sortie, la majorité des prisonniers vont lui faire une allée et l'applaudir pour son départ. Avant de conclure cette histoire, celle-ci aurait pu se dérouler autrement si Esco avait décidé de se mettre en avant. Et... A lot of people didn't even know who DJ Esco was before 56 Nights, so purposely being behind the scenes because Future's in front of the scenes and I didn't want to be up there like right always out the picture. So when I got detained, they were like, yo, if you can show us that you have your video, like that you're a big deal in America, like show us yourself on TV, we'll let you go right now. All the Googles and my mixtapes would pop up. They wanted to see me on TV and since I couldn't pull it, they were like, yeah, take him, and they took me to jail. Donc de cette expérience unique, traumatisante et enrichissante qu'est né le projet collaboratif de DJ Esco et Future 56 Nights. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cet épisode. Pour Halloween, on a voulu être dans le thème en vous racontant quelques histoires hors du commun dans le rap. On remercie également NordVPN pour la confiance et pour les remercier, utilisez notre lien en bio. Si vous appréciez la vidéo, n'hésitez pas à nous soutenir en likant, en vous abonnant à la chaîne. Sur ce, on se capte très vite pour de nouvelles aventures. Prenez soin de vous. Peace.